45 minutes d'entrevue, d'échange avec une personnalité sur des questions importantes de la République démocratique du Congo. Bienvenue à l'émission la 45 de BEM Télévision, Business and Market Télévision. Nous sommes ensemble pour essayer de trouver des solutions en ce qui concerne les questions qui portent sur ce beau et grand pays qu'est la République démocratique du Congo. On va se retrouver juste après la petite pause pour entamer cette entrevue. Na comment pour le voir si kebe au cabinet na le munoka mboka esengo leki ngai na comment non soma ntu na mboto mbiobe na bioki mayete. Oui, entrez. Oh, monsieur l'opérateur économique, l'homme d'affaires. Alors, quel bon vent vous ramène chez nous? Oh, Nathalie Sengo. Yo, mais oh, merci bien. Ah bon? Oh, Kabien Kiti, na wuti bolobo. Oh, aller-retour na Orbor na ngai. Ah bon? Désormais, chaque 2 mois, bolobo, na keta la famille. N'est-ce pas? Ce que mon le prix à carburant et Kiti, eh bien, Ezabongo, l'ikanesi ya vice-premier ministre, ministre ya économie, na lisungi ya première ministre, mpena bokasi ya tata mokonza ekolo chef de l'État, Fachi Béton. Oui, après. Oh, Ngalouf Worok. Ngalouf Worok. Ah, justement. C'est un opérateur économique. Aïe qu'on remercier Bisso pour n'indéguer prix à carburant et Kiti. Ouais, mais ça y a sur le prix à carburant et Kiti. Mais bilo quoi bien? Bilo quoi bien papa tcha pour les Kiti te. Galouf. Nous sommes eza pour baza compliqué. Au lieu d'adapter le prix pour population CP là, peut à bénéficier de la décision n'engue gouvernement à solo lina ba importateur, mais non, bango bazo calé. Donc bango tu vas te barrage. Mais oui. Alors tout le barrage wana couloir rien fungwana. Un peu plein CP là. Bon, c'est quoi? Ah, sikoyo. Bakonzi balobi boy. Oyo akozwama. Mbala oyo. Ah. Et tumbu ya munene kukwela ye. Bakanga bango kaka. Ah mais oui. Bakanga. Mais oui, c'est trop. Yambaloyo. J'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau une personnalité de marque en République démocratique du Congo qu'on ne présente plus rien qu'avec son visage. Vous le reconnaîtrez ou la reconnaîtrez comme personnalité. Il s'agit de M. André Alain Atundu Liongo. Il est politicien, président d'un parti politique, le CDR, Convention pour la démocratie et la République. M. Atundu, je vous dis bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien et en parfaite santé? En parfaite santé, oui. Mais je ne vais pas bien. Comment ça, vous n'allez pas bien, M. Atundu? Avec tout ce qui se passe à l'est de nos pays, les affres de la guerre dont souffrent nos populations, les pertes civiles injustifiées, le sacrifice de nos troupes dans des conditions épiques, tout cela ne me laisse pas de répit. Je ne cesse de m'interroger sur le sens de ce que nous arrive et sur la moralité de ceux qui participent à cette œuvre de destruction. Ok. Alors, puisque vous évoquez cet état des choses qui laisse à désirer, vous avez vécu plusieurs périodes cruciales, des crises en République démocratique du Congo. En quoi cette période-ci est particulière à celle précédente? Est particulière. Chaque crise est particulière, c'est raison. La crise actuelle dure depuis, en réalité, depuis la chute de Mobutu, si l'on peut ainsi dire. Et que les différentes étapes, Sun City, transition et même l'actuelle constitution, c'est une marche vers la normalisation de notre vie politique en matière de gouvernance, en matière de démocratie, en matière de
de coexistence. Malheureusement, en matière de coexistence, qui est un élément essentiel pour la coopération inter-État et sous-régionale, eh bien, en cette matière, nous sommes logés à la mauvaise enseigne par le fait d'un voisin du président Kagame qui instrumentalise le Rwanda et le peuple rwandais contre le peuple de la République démocratique du Congo à cause de sa politique qui est celle du FPR, une politique néocoloniale de conquête territoriale, d'exploitation et de transplantation. Voilà un peu. Ok, je vois le tableau que vous dessinez qui n'est pas du tout réduisant, qui démontre effectivement que vous avez cette inquiétude-là. Et au regard des initiatives prises au niveau de la région, il existe déjà le Nairobi, il existait déjà Luanda, la communauté internationale, le chef de l'État congolais est à pied d'œuvre pour essayer de trouver une solution adéquate par rapport à cette situation. Mais au niveau aussi interne, il y a des initiatives, c'est dans plusieurs voix de vous, politiciens, qui se sont levés pour pousser à ce que nous ayons cette entrevue-là, à ce que nous ayons cette interaction sociale entre les différentes forces vives, les partis politiques, personnalités, ainsi de suite. Et dans cet état de choses, il y a une mission particulière qui a été donnée à un nouveau conseiller spécial du chef de l'État qui est le professeur Béran Kolongele. Et il a été nommé depuis le mois de février 2025, si je ne me trompe pas, en début du mois. Et il a entre autres pour charge de trouver une sorte de entrevue ou si pas essayer de mettre un peu que la mayonnaise prenne avec les différentes personnalités pour ressortir quelque chose. Alors, comment, je ne vous demande pas de juger, mais comment pensez-vous qu'il est impérieux d'engager une sorte de consultation avec toutes les forces vives et pour quelle fin? Vous avez dit la République est en crise, cette crise particulière occasionnée par l'agression des troupes rwandaises sous plusieurs formes. Armée régulière, nom de code dit M23, nom de code dit AFC, avec quelques postiches congolaises. Je crois que le conseiller spécial, je profite d'ailleurs de l'occasion pour le féliciter pour sa nomination, n'est-ce pas? Le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité a un rôle crucial. Un rôle crucial, notamment, d'après la mission que le président lui a confiée devant les membres de l'Union sacrée qui a été répétée au niveau du gouvernement, c'est de faire une démarche d'ouverture dans toute la classe politique, c'est-à-dire l'Union sacrée, les oppositions, on va dire comme ça, où on dit l'opposition, il y a l'ensemble, il y a toutes les composantes de l'opposition, sans oublier la société civile et éventuellement les forces vives, pour que nous puissions d'abord créer une dynamique d'unité autour du garant de la nation. Et de cette dynamique d'unité pourrait naître un gouvernement dit d'union. Ça veut dire quoi? Que être avec le chef de l'État ou partager sa préoccupation dans le cadre d'une dynamique nationale ne signifie pas accepter de faire partie du gouvernement d'union. Le gouvernement d'union n'y feront partie que ceux qui ont été contactés et acceptés. Voilà, donc on fait des choux gras, vous savez, telle personnalité n'accepte pas de participer au gouvernement, etc. Je pense que ça c'est secondaire par rapport à la dynamique d'unité qui ne fait pas de doute ou de débat. Aujourd'hui, nous devons tous nous unir
dans un mouvement de synergie, chacun dans son domaine, derrière le chef de l'État, selon les instructions données pour que nous puissions créer les conditions de sérénité nécessaires pour aborder nos problèmes internes de façon pertinente et efficace. Que répondriez-vous, M. Atundu, à ceux qui disent, par exemple, que cet appel à l'unité, à se calfeutrer derrière le chef de l'État, est plutôt une manière de mobiliser toutes les forces du pays, non pas pour sauver le pays, mais pour sauver un régime? Nous avons élu le chef de l'État. D'abord, nous avons adopté par référendum une constitution qui dispose un certain nombre de choses, notamment que le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions et partant le garant de la nation. Et donc celui qui est le premier responsable pour que le pays soit dans ses frontières, pour que le pays vive dans la convivialité, pour que le pays entreprenne ou ait de relations de coopération avec le reste du monde. Et donc, lorsque lui, le chef de l'État, il se trouve devant une situation qui implique tous les Congolais, il a l'obligation de leur demander de se refaire, de refaire l'unité autour de lui pour qu'ensemble nous puissions faire face à ce danger. Et le danger ici, c'est quoi? C'est l'agression et l'occupation, l'agression par le Rwanda et l'occupation d'une partie de notre territoire par les troupes rwandaises. Et là, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas d'un côté l'union sacrée, l'opposition, la société civile, les forces vives. Il y a le Congo et le Congolais, donc deux camps, ceux qui sont pour la patrie, qui s'engagent à fond sous la direction du président de la République, et ceux qui, pour des raisons propres, eh bien, ont décidé d'aller ou d'avoir partie liée avec les agresseurs. Et avoir partie liée avec les agresseurs, c'est une compromission. Et vous savez que la compromission en temps de guerre, c'est une haute trahison. Donc aujourd'hui, le Congolais a le choix entre être loyal à sa patrie et être traître à sa patrie. Donc c'est ça l'exigence morale que le président nous demande. Mettez-vous aux côtés de moi parce que je suis votre symbole, je suis votre représentant, je suis celui qui garantit vos intérêts majeurs. Et si le cœur vous en dit, participez à l'exécutif qui a pour rôle de mettre en pratique cet esprit-là. Et l'exécutif en question, pour toujours, hein, dans certains salons, il se raconte que, bon, quand on se retrouve dans une certaine difficulté, on pense que la seule ou la meilleure chose à faire, c'est de partager le gâteau. Et c'est ainsi que beaucoup disent non merci à l'invitation selon laquelle il faudrait que nous participions ou que plusieurs forces participent à ce qu'on va appeler le gouvernement d'union nationale. Mais un gouvernement, c'est quoi? Un gouvernement, c'est un instrument de l'exécutif aux mains du chef de l'État pour réaliser son programme ou sa vision, conformément aux résultats des élections qui le met comme le premier des citoyens. Et donc c'est à lui de donner une connotation à un gouvernement. Il dit, bon, je pense que aujourd'hui c'est d'union nationale parce qu'il faut que cette dynamique soit représentée dans le gouvernement. Que ces gens-là, ils ne sont plus de l'union sacrée, ils ne sont plus de l'opposition, ils ne sont plus de la société civile. Ce sont des patriotes congolais qui agissent positivement pour mettre fin à une situation d'injustice et d'opprobre. Alors, comme vous le dites si clairement, il y a des personnes qui se sont inscrites sur une voie de compromission,
que vous avez estimé être défini comme étant une trahison à la nation congolaise. Et le chef de l'État, c'est vrai que pour certains membres de l'Union sacrée, le fait d'avoir vu la libération de plusieurs acteurs politiques, dont Seth Kikouni, Mike Mukeba, et même l'UDPS avec Jean-Marc Kaboun, du moins son parti politique, ça prouve à suffisance qu'il y a une sorte d'ouverture d'esprit et d'apaisement pour que nous tous nous puissions nous liguer afin de faire face à l'ennemi. Mais en même temps, M. Atundu, il y a cette partie des choses, cette part de vérité, mais un autre pan qui fait mal, c'est cet appel ou ces invitations vis-à-vis de certains acteurs qui ne partagent pas un point de vue qui est celui de l'Union sacrée par rapport à la résolution de ces conflits qui sévit en République démocratique du Congo. Ces convocations de Aubin Minakou, Chadari Emmanuel, Ferdinand Cambéré auprès des instances judiciaires de surcroît militaire, ça n'apporte pas beaucoup plus de confort par rapport à ce qu'on attend comme climat d'entente ou de cohésion au niveau du pays. Il y a une exigence morale d'être ensemble. Mais cette exigence morale ne met pas fin à la responsabilité de veiller aux intérêts de l'État, de veiller à l'esprit de groupe, à veiller à ne pas utiliser des propos combinatoires ou ambigus qui pourraient servir la cause de l'agresseur. Je pense que c'est dans ce cadre-là, ils font leur travail. Ils font leur travail, ils vont interroger, et puis bon, ils en tireront les conséquences qu'il faut. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est quand même de demander aux Congolais, compte tenu des circonstances particulières de moment, d'être un peu plus patriotes et plus patriotiques. Il ne faut pas vivre avec délectation tous les malheurs qui nous arrivent au simple motif que vous n'êtes pas à la tête de l'État et que ce malheur pourront vous servir à reprendre du poids de la bête. Donc, nous devons être à chaque chose son temps. Aujourd'hui, la priorité absolue, c'est l'intégrité territoriale, c'est la protection de nos richesses, la protection de nos populations. Et sur ce plan-là, tous les Congolais sont d'accord. Alors, si on vous appelle, on vous consulte, pourquoi ne pas y aller? Puisque vous êtes d'accord sur ces valeurs qu'il faut sauvegarder. On vous consulte, il faut y aller. Il ne faut pas prendre le pays en otage parce qu'on dit tiens, jeter la pierre rejetée et voilà, on fait de moi une pierre d'angle et puis je ne me présente pas. Ce n'est pas une attitude patriotique. Ok. Alors, parmi les personnes qui ont relevé le même constat que tout le monde par rapport à la situation difficile dans laquelle vit la République démocratique du Congo, il y a nos pères spirituels, nos pères de l'Église, aussi bien du côté de l'Église du Christ au Congo que du côté de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo. Et ces prélats catholiques ainsi que les responsables protestants ont entamé ce qu'ils ont appelé le pacte pour la paix, une initiative qui s'est veut rencontrer toutes les parties qui sont concernées par la situation en République démocratique du Congo. Quelle est l'approche que vous, M. André-Alain Atundu, qui avait de la bouteille, comme on dit en français, avez vis-à-vis de l'initiative de la CENCO et CC? Comment percevez-vous cette initiative-là? Je crois que c'est une initiative positive qui pourrait s'avérer constructive. Cela dépend de la façon dont on mène la chose. Cette initiative pour la paix, le pacte social pour la paix et la cohabitation a plusieurs étapes. La première, c'est la sensibilisation. La sensibilisation, c'est l'étape de bons offices. On va contacter
toutes les personnes qu'on estime nécessaires pour enrichir votre connaissance du problème. Pas pour donner la solution, pour enrichir votre connaissance du problème. Car vous savez, la connaissance du problème est le premier pas vers la bonne direction. Donc, il faut cela. Et à ce stade, je crois qu'il est indiqué de ne pas faire des déclarations publiques qui pourraient être exploitées dans un sens ou dans un autre. N'oubliez pas que vous traitez avec les égaux des personnalités. N'oubliez pas que vous traitez avec un pouvoir légitime, démocratique et légal. N'oubliez pas que vous traitez avec, on va dire, les hors-la-loi, des gens qui n'acceptent pas la tournure, les dispositions de la Constitution lorsque on n'est pas d'accord. L'article 63, 64. Ils ne tiennent pas, donc ce sont des hors-la-loi. Et donc, il faut beaucoup de discrétion avant de passer à la deuxième étape. Et après ces contacts, il est normal qu'ils puissent se présenter le fruit de leurs contacts au chef de l'État. Parce que c'est lui le numéro 1, et c'est lui qui doit avoir le leadership des problèmes de la nation. Monsieur André Alain Atundu, de toutes les initiatives prises, il y a eu les initiatives Nairobi, il y a eu Luanda, et à Dar es Salaam, on a estimé qu'il fallait faire une sorte de... il fallait conjuguer, mettre ensemble toutes les deux initiatives. Ne trouvez-vous pas que celle de la SENCO semble être beaucoup plus proche de l'inclusivité au regard du fait que plusieurs acteurs ont été contactés que les autres initiatives qui battent quand même de l'aile, même si elles sont voulues par la communauté internationale, entre autres? Chaque initiative a son objet particulier. Comme vous le savez, Nairobi, c'était avec les rebelles. Les groupes armés. Luanda, c'était avec le Rwanda. Sur ces entrefaites, l'initiative de la SENCO vient un peu plus élargie, n'est-ce pas? C'est une sorte de mixte entre les deux. N'est-ce pas? Ils ont pris contact avec les acteurs congolais, ils ont pris contact avec les acteurs extérieurs. Mais est-ce suffisant? Parce que de plus en plus, on parle d'un retour, de rechercher les causes historiques. N'est-ce pas? Vous savez très bien que une des motivations de la guerre de Kagame contre la République, c'est la modification des frontières. Il s'en cache pas. C'est la modification des frontières parce que, prétend-il, une partie du Congo faisait partie du Rwanda. Non. Et aujourd'hui, il faut prendre une initiative plus holistique, c'est-à-dire qui commencerait d'abord par une référence internationale, composée par la Belgique, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, qui dans cette partie de la République et du continent ont procédé au partage des frontières. Donc c'est eux qui doivent nous dire, voilà, c'était comme ça, c'était comme ça. Il faut aussi mettre l'Union africaine, parce que les pères de l'indépendance avaient dit, il ne faut pas toucher aux frontières. Il ne faut pas toucher aux frontières. Qui a l'indépendance? Ce sera une implosion de l'Afrique. On ne va pas faire des républiquettes à partir des ethnies. Donc, c'était sage de ne pas toucher aux frontières. Mais il y a un élément nouveau. C'est l'intrusion des consommateurs, les multinationales, qui poussent leurs États à les protéger, qui poussent le Rwanda à exploiter les richesses qu'il n'a pas. Et donc,
qui justifie ou qui pousse le Rwanda en quelque sorte à faire la guerre. C'est pourquoi je dis, la deuxième motivation, c'est l'exploitation illicite de nos richesses. La troisième motivation qui n'est pas apparente, c'est l'implantation des populations qui ne sont pas originellement du Congo. Les Rwandais, comme on dit ici, les Tutsis, qu'on va implanter pour remplacer nos Tutsis qu'on avait trouvés ici, et ce n'est pas de bonne foi. Et le fait d'être un groupe dans un territoire donné, d'avoir une langue donnée, ne fait pas de vous le ressortissant de ce territoire. Aujourd'hui, les Mboro ne font pas partie de notre territoire. Non, pas du tout. Voilà. Et je pourrais même vous rafraîchir la mémoire avec le conflit entre le Nigeria et le Cameroun sur l'île de Bakassi, pardon. L'île de Bakassi est une île camerounaise habitée par les Nigériens. Eh bien, le président Obasanjo a eu le courage politique de dire, écoutez, Nigériens, si vous voulez rester là-bas, entendez-vous avec les autorités camerounaises pour qu'ils vous donnent la nationalité à leurs conditions. Eh bien, si vous revenez, nous allons vous prendre. Mais cette île-là est camerounaise. Et c'est cet effort-là que le président Kagame doit faire. Dire, eh bien, cette partie-là, ce n'est pas le Rwanda, c'est le Congo. Eh bien, s'il y a des Rwandais qui voudraient faire partie du Congo, eh bien, qu'ils sollicitent par le voie légale. Et parce que, en matière d'accueil de Rwandais, nous ne sommes pas à notre première expérience. Vous verrez, en 1930, il y avait, je ne sais pas quel type de problème au Rwanda, famine, etc. L'autorité coloniale belge a importé ou a fait immigrer des Rwandais chez nous. Une mission d'immigration rwandaise. C'était des Rwandais chez nous. On les a accueillis sans tenir compte qu'il s'agisse de Hutus et de Tutsis. En 1958, lorsqu'ils ont eu des problèmes chez eux, nous avons accueilli un deuxième groupe de Rwandais, sans savoir qu'il s'agissait sans tenir compte du fait qu'il s'agissait d'un Hutu et d'un Tutsi. Et donc, à l'époque, malheureusement, il s'est trouvé que c'était des Tutsis qui étaient chassés par la révolution sociale. Troisième vague importante, c'est en 94, je crois. 94 avec les génocides au Rwanda. Voilà, en 94, lorsqu'il y a eu cette pression démographique et internationale qui a obligé le Congo, malgré les protestations du gouvernement Kengo, d'avoir à accueillir 1 million de gens, perturbant l'écologie, la démographie et la sociologie. Nous ne disions pas, le Congo, ou le Zaïre à l'époque, recevait des populations en détresse, sans qu'ils sachent, qu'ils tiennent une importance quelconque, qu'il s'agisse d'un Rwandais Tutsi ou d'un Rwandais Hutu. Ce problème a commencé à se poser, malheureusement, avec la volonté du FPR de prendre le pouvoir à Kigali. C'est alors que le FPR, qui avait déjà une politique néocoloniale, n'est-ce pas, d'occupation des terres, etc., a commencé à intéresser les Congolais qui avaient des souches rwandaises. Je me souviens, j'étais à la Gécamine, tout d'un coup disparaît un de mes directeurs chargé de l'informatique. Je dis, ah non, il a rejoint le FPR, mais il est en mission en Afrique du Sud. Et ainsi de suite, si vous vous souvenez. Il y avait beaucoup de cadres zaïrois à l'époque. Zaïrois d'origine rwandaise qui avaient rejoint Kagame. Et donc, c'est cette démarche-là
et cette philosophie de affaires qui est la source de nos problèmes. C'est-à-dire l'occupation des terres qui ne sont pas les vôtres, l'exploitation des richesses qui ne sont pas les vôtres, et avoir les yeux plus gros que le ventre, penser que à partir du Mirador du Rwanda, vous pouvez exercer une hégémonie sur la sous-région. Alors, mais est-ce que vous pensez qu'un jour, parce que ça me ramène vers une bonne question que je voudrais vous poser par rapport aux vraies conditions de paix dans la région des Grands Lacs, particulièrement en République démocratique du Congo. Parce que ceux qui se sont compromis, ceux-là qui sont de l'autre côté, que vous appelez des traîtres, parce qu'ils ont trahi la nation, selon vos propos, est-ce que toutes les revendications mises sur la place publique ne sont-elles pas examinables? Parce que sinon, avec la répulsion ou ces caractères répulsifs que nous avons vis-à-vis d'autres populations, on risque de continuer à vivre le cycle de manière éternelle. Si j'étais extrémiste, j'allais dire Fraus omnia corrumpit, c'est-à-dire que la fraude corrompt tout. La faute vous prive de tous vos droits, pratiquement. Ce sont des hors-la-loi. Il faut d'abord qu'ils entrent sous l'égide de la loi, qu'ils acceptent que notre Constitution a des dispositions qui permettent à ceux qui sont frustrés, à ceux qui sont mécontents et à ceux qui ont des revendications généralement quelconques, de le faire dans le cadre de la démocratie, en tout cas sans prendre les armes. C'est ça, être de bonne foi. Et alors, on pourra discuter. Mais servir de couverture à un État étranger, le Rwanda en l'occurrence, pour qu'il occupe une partie de notre territoire, pour qu'il exploite nos richesses, pour qu'il transplante clandestinement des populations, je crois que c'est antipatriotique. C'est trahir la cause nationale. Ok. Alors, je voudrais vous poser une question particulière, M. Atundou. À vous entendre, vous les politiciens congolais, du moins de votre trempe, parce qu'il n'y en a pas de votre trempe, voulais-je dire, qu'est-ce qui fait que vous êtes intelligent, vous avez une manière assez savante de réfléchir pour avoir une bonne vision de problèmes qui nous rongent, mais qu'est-ce qui fait que vous, les politiciens congolais, n'arrivez pas à sortir une voix convaincante vis-à-vis de la communauté internationale, parce qu'il faut qu'on en parle, afin que nos souhaits et afin que nos idées soient prépondérantes par rapport aux idées de nos voisins qui, visiblement, semblent prendre de l'ampleur vis-à-vis des nôtres. C'est le sens de la démarche du chef de l'État, de l'unité, la dynamique de l'unité. Parce que, grâce à cette dynamique, on va mettre de côté les égos, les frustrations, la mauvaise foi, pour se dire, aujourd'hui, maintenant, Ikatno, l'intérêt, c'est de chasser les troupes rwandaises des territoires occupés, c'est de garantir l'intégrité du territoire, c'est de sanctuariser l'exploitation de nos ressources, c'est de veiller au développement de nos populations. Mais face à ce danger, j'allais dire presque existentiel, puisque Kagame vise à nous couper d'une partie de nous-mêmes, et si nous ne sommes pas forts à prendre l'ensemble, eh bien, face à ce danger, il n'y a pas de quartier à faire. Je suis congolais. Il faut d'abord que mon pays soit dans ses frontières. Il faut que les lois qui ont été votées chez nous soient d'application pour que nous puissions discuter dans ce cadre-là. Et dans ce contexte, être complice du Rwanda, je l'ai dit, c'est une trahison à la cause nationale, une trahison tout court. Ok. Alors, une autre question qui me taraude l'esprit. André-Alain Atundou Luongo est amoureux de la République démocratique du Congo, son pays, ou bien il est amoureux
de sa survie politique? Je ne sais pas comment vous répondre, parce que je viens ici d'abord en tant que Congolais. Et les gens qui combattent le Rwanda et Kagame sont d'abord des Congolais. Ils ne voient pas leurs intérêts. Eh bien, je suis dans cette disposition d'esprit. Aujourd'hui, je dois combattre, participer au combat pour la libération de notre pays, de la partie occupée, sous la direction du président Tshisekedi, qui a été élu démocratiquement et qui n'est contesté nulle part au monde. Eh bien, le reste, on verra après. Je suis un citoyen comme n'importe qui. Je peux avoir mes ambitions, mais en aucun cas, je ne peux prendre mon pays en otage à cause de mes ambitions. Je ne veux pas composer avec l'ennemi parce que derrière, lui devant, moi derrière, eh bien, je pourrais me retrouver. Non. Il faut d'abord se battre pour l'intégrité de son pays, pour créer les conditions de sérénité, de vie politique. Et alors, chacun s'exprimera. Et s'exprimera avec ses tripes. Il y en a qui sont extrémistes, il y en a qui sont jusqu'au boutistes, il y en a qui ont des ambitions, des grosses ambitions, il y en a qui ont des petites ambitions. Mais aujourd'hui, dire que pour que je défende mon pays, il faut que je retrouve mes intérêts, ce n'est pas le sens de la patrie et le patriotisme qu'on attend d'un vrai patriote. Merci beaucoup. La question, elle a trouvé satisfaction. Une dernière question, parce que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Comment voyez-vous la suite de l'année 2025 au regard de tout ce qu'il y a comme indicateur politique, sécuritaire, ainsi de suite? Êtes-vous optimiste vis-à-vis de la deuxième partie, parce que d'ici là, nous serons au mois de mai et puis juin, de l'année 2025? Il y a plusieurs variables. Si nous parvenons à bouter les troupes rwandaises hors du territoire national, le paysage va se présenter autrement. Si le Rwanda continue sa mésaventure un peu plus loin, ça va changer la donne. Si le Rwanda est bloqué dans sa marche actuelle, ça va changer les donnes. Si la communauté internationale n'emploie pas le langage de duplicité, d'ambiguïté, etc., et applique les sanctions nécessaires pour mettre fin aux hostilités, c'est-à-dire à l'agression, ben, ça pourrait changer. Ça pourrait changer beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, pour que les choses changent, nous, les Congolais, nous devons être unis sur 3 casquettes, ou 4 même. D'abord, les dirigeants, ceux qui sont au gouvernement, ils doivent être unis pour réaliser ce que tout le peuple attend. L'armée doit être à la hauteur des enjeux et des défis. Les services de renseignement doivent servir de cuisiniers, comme partout dans le monde. Ils font ce que les gens ne voient pas, mais ils ne voient que le plat. Donc il faut que les services... Et puis il faut une population réellement consciente de l'objet de la guerre et des enjeux de la guerre. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que Kagame cherche à occuper nos terres, cherche à implanter des populations autres, cherche à régner sur nous. Donc, il faut, pour cela, comme on dit ici, on mobilise les gens, mais toute la mobilisation n'est pas que d'appeler les jeunes gens à aller à l'armée. La mobilisation, provient aussi de la mise à la disposition de notre jeunesse et du pays en général des connaissances historiques nécessaires
qui leur permet de comprendre la légitimité et la justesse de notre cause. Il faudrait que, au niveau des maternelles, au niveau de primaire, secondaire, université, que tout le monde sache ait la connaissance de l'histoire de l'immigration rwandaise ici chez nous et dans quelles conditions nous les avons accueillis. Deuxièmement, l'histoire de l'acquisition de la nationalité par les Rwandais et dans quelles conditions ils ont eu. Et là, vous verrez la question de Banyamulenge, etc. Et puis après, nous reconnaître le droit de vivre comme un État autonome. Il ne faut pas que chaque fois qu'il y a un problème chez nous, eh bien, s'il y a 10 citoyens chez vous, dans votre pays, vous prenez le droit de vous substituer aux autorités nationales. Nous avons un problème de Mobondo ici. Est-ce que le Congo-Brazzaville intervient avec les armes? Donc, tout au long de notre frontière, nous sommes en paix. Parce que ce sont des gens de bonne foi. Mais l'autre, le Rwanda, qui voudrait remettre en cause les frontières acquises de la colonisation pour perturber la sérénité de l'Afrique dans sa marche vers l'unité, je crois que c'est un élément dangereux. Un élément dangereux, non seulement pour l'Afrique, et je crois aussi pour son pays. Merci beaucoup, M. André-Alain Atundou. Mais je voudrais terminer. Je vous en prie. Par un appel à nos frères africains. Okay. Qui ont beaucoup d'imagination, qui ne tarissent pas d'imagination à trouver les formules pour se moquer des populations congolaises en détresse et en difficulté. Je voudrais d'abord leur dire que les populations que nous, les difficultés que nous endurons, les difficultés politiques, militaires, ne sont pas un privilège qui est réservé au Congo et aux Congolais. Et inaccessible à d'autres. Vous verrez que les difficultés que nous avons aujourd'hui, d'autres l'ont eu hier. Et en ce moment-là, nous avions exercé la solidarité qui est une exigence morale de tout État africain de venir à l'aide de son frère en difficulté. Le Congo, Zaïre à l'époque, n'a pas hésité à voler au secours du Nigeria de Yakubu Gowon en difficulté avec le Biafra soutenu par la France. Nous sommes allés. Et pourtant, les Nigériens étaient très loin. Étaient plus nombreux que nous. Nous n'avons pas hésité un seul instant à voler au secours du Tchad, de nous battre dans la bande à Ouzou contre Kadhafi. C'est ça la solidarité, une exigence morale sans calcul. C'est ainsi que je suis étonné que des cadres africains, comme un professeur tchadien ou un député, qui disent que non, le Congo, qui a 100 millions d'habitants, n'a qu'à se suffire lui-même, etc. La solidarité n'est pas une question de démographie. C'est une exigence morale. Et qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le président a donné l'exemple. Quand il y a eu des problèmes au Tchad, le président Félix a été désigné comme médiateur. Il a mené à bonne fin. Et donc aujourd'hui, quelle honte y a-t-il pour nous de recourir à nos frères africains pour nous aider à trouver une solution africaine? Au contraire, c'est honte à ces gens-là qui ne connaissent pas l'histoire africaine de la solidarité du Congo. Honte à eux. Et on se dit professeur d'université, on se dit député, dans la méconnaissance et l'ignorance de l'histoire. Où vont-ils mener le Tchad s'ils sont en responsabilité? Le message est passé. Merci beaucoup. Et puis enfin, vraiment il faut garder une pensée pieuse pour nos populations meurtries, pour nos victimes innocentes et pour nos forces armées.
donner du courage aux forces, les victimes, c'est les forces armées qui sont morts, les soldats qui sont morts, mais encourager le président de la République, encourager nos forces armées et de la défense en leur disant que la vocation ou la nature de celui qui tombe est de se relever et de continuer à marcher. Et donc, le Congo doit se relever de Bukavu et de Goma et de continuer à marcher jusqu'à pousser les troupes rwandaises hors de notre pays. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette entrevue, une belle entrevue avec M. André-Alain Toundou. Nous vous disons merci et demeurez fidèles, toujours attachés à votre chaîne BM TV. On se retrouve prochainement pour un autre numéro. Au revoir.